Et c'est vrai que quand j'étais stagiaire ici à Bioforce, je ne pensais pas particulièrement à ce type de projet. Quand on entre en formation à Bioforce, et qu'on n'a pas forcément une expérience sur le terrain, on a plutôt tendance à penser au projet approvisionnement en eau, ou reconstruction, si on est dans une période juste après une catastrophe qui a vu, je sais pas, tremblement de terre, tsunami, etc. Mais on ne pense pas forcément à cette thématique-là. Et je vous le donne dans le mille, quand je suis parti sur le terrain, les premiers projets que j'ai dû superviser n'étaient pas du tout en lien avec ça. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé au Cambodge, avec en l'occurrence la Croix-Rouge cambodgienne, qui avait mis en place, avec notre soutien, un centre de soutien psychologique pour les enfants atteints par le virus du sida. Et c'est vrai que c'était une thématique à laquelle j'étais pas du tout préparé. Je n'étais pas du tout préparé, je n'avais jamais fait de cours en psychologie. Alors c'était pas moi qui étais le responsable du projet, mais en tant que chef de mission, j'avais quand même à superviser ces activités. Et c'est un projet qui m'avait particulièrement touché parce qu'en plus les bureaux de la Croix-Rouge et le centre qui accueillait ces enfants étaient au même endroit. Vraiment au même endroit. Donc on travaillait, on vivait avec eux. Et au début, c'est vrai que je m'étais senti un peu démuni parce que je ne savais pas comment approcher ces enfants, vivre avec eux au quotidien parce qu'ils ils jouaient dans la cour devant le bureau et je ne savais pas trop comment faire. Et alors je ne connais pas le contenu de toute la présentation qui va être faite tout à l'heure, mais je suis content que tu sois là pour parler de cette thématique-là, parce que c'est une thématique à laquelle, à un moment ou à un autre, on est tous confrontés. Et c'est bien d'être un peu mieux armé. Donc merci beaucoup d'être là. Merci Aurélien. Merci à vous d'être là ce soir. Et moi je vais introduire rapidement donc, Mélanie Quinloc qui va venir donc, nous parler des soins, de l'intérêt de faire des soins psychologiques en situation de crise ou dans le champ humanitaire. Et elle va nous parler plus particulièrement de son expérience en Palestine où elle y est restée au total 2 ans. Voilà, et c'était donc pour Médecins sans frontières. Et je vous laisse la parole. Bonne Merci. C'est mon tour. Alors, je vais faire comme ça. Donc, peut-être rapidement pour me présenter. Donc, moi, je suis psychologue clinicienne. Je travaillais en France, essentiellement en pédopsychiatrie, donc soit à l'hôpital psychiatrique pour enfants, soit dans ce qu'on appelle les CESAD-DITEP, donc c'est dans le milieu médico-social. Et il y a 2 ans et demi, j'ai postulé chez MSF France et donc je suis partie travailler avec eux. Donc effectivement 2 ans en Palestine, en Cisjordanie, et je vais vous parler de ça. Et puis aussi au Népal après les 2 tremblements de terre qu'il y a eu au mois d'avril et de mai. Voilà. Ce que je vous propose comme format, donc on avait discuté un peu, moi je vais faire mon intervention, vous allez me laisser parler. Si vous avez des questions de clarification, s'il y a quelque chose que je dis qui n'est pas clair, n'hésitez pas surtout à m'interrompre pour que je clarifie. Mais par contre, sur les questions de fond, peut-être qu'on peut se garder ça pour la 2e partie et pour échanger ensemble. Voilà. Comme ça, je pourrais essayer d'arriver à la fin de ce que je voudrais partager avec vous. Moi, je suis très contente en fait que vous m'ayez invitée parce que c'est vrai que, d'après ce que j'ai compris, donc, vous vous formez pour devenir logisticien, administrateur ou cohort d'eau, donc soit des gens qui sont déjà allés sur le terrain et qui vont y revenir, soit des gens qui vont y partir. Et c'est vrai qu'après, on travaille ensemble effectivement. Donc du coup, c'est chouette d'avoir ces espaces d'échange aussi en dehors des temps de travail, parce que dans l'humanitaire, il y a beaucoup de temps d'échange, mais c'est quand même assez speed, et il y a beaucoup de travail, donc on n'a pas toujours le temps en fait de s'interroger, d'échanger sur les fondamentaux en fait, et sur ce qui fonde nos pratiques. Et je pense que nous, les professionnels de la santé mentale, il faut vraiment aussi qu'on fasse un effort pour expliquer ce qu'on fait, si on veut être compris, et puis soutenu, bien sûr. C'est vrai que je pense que voilà, il y a souvent quand même des mésententes sur qu'est-ce que c'est la psy et est-ce qu'il en faut tout le temps, est-ce qu'il en faut jamais, est-ce que c'est du superflu, est-ce que c'est du luxe, etc. Donc voilà, moi c'est vrai que ça fait 2 ans et demi du coup que je suis dans ce champ. J'avais fait de l'anthropologie pendant mes études et de la psychologie interculturelle. Mais mes réflexions, elles sont vraiment en cours. Donc c'est pour ça que la 2e partie, elle m'intéresse aussi d'échanger avec vous parce que les remarques que vous pouvez avoir ou les questionnements, mais moi ça peut me faire avancer.
Et ce que je pense aujourd'hui, c'est pas figé non plus, hein. Je vous livre voilà, là où j'en suis. Donc voilà. Donc, comme oui, alors donc MSF est bien entendu au courant que je viens. Maintenant, moi, je porte pas le message de MSF France pour autant. Voilà. Je vais témoigner de l'expérience que j'ai eue de travailler avec eux. Voilà. Donc, comme disait Natacha, je vais vous parler donc, de la place des soins psy dans le champ humanitaire. Et ensuite, vous parlez de la Palestine, parce qu'a priori, non seulement il y a certains qui sont déjà allés, qui connaissent bien le terrain, et apparemment c'est quelque chose qui vous a intéressé. Mais pour moi, comme préalable, c'était important de vous parler de quel est l'intérêt en fait qu'il y ait des soins psychologiques dans un programme humanitaire. Donc, pour moi, il y a déjà cette histoire de contexte d'intervention, donc de contexte de crise. Donc, j'imagine que dans votre formation, c'est des choses que vous définissez au cours des mois où vous êtes ici. Pour moi, en tant que psychologue, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants à repérer dans un contexte de crise. C'est effectivement qui est l'auteur des faits. Est-ce qu'on est effectivement dans le cadre d'une catastrophe naturelle, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas du registre de l'homme, ou est-ce qu'on est dans le cadre de guerre, de conflits armés, etc., où c'est la main de l'homme, parce que ça ne va pas avoir le même impact pour les gens dans leur rapport au monde et dans ce qu'ils ont traversé. Ça va être aussi le type de violence, donc il y a la nature des actes qui sont commis, donc il y a tout ce qui est emprisonnement, torture, viol, massacre, mais après il peut y avoir aussi voilà, tout ce qui est du registre de l'effondrement de bâtiments, les épidémies, enfin, etc. Mais aussi le type de violence, est-ce que c'est une violence qui est aiguë ou est-ce que c'est une violence qui est chronique? Donc aiguë, c'est-à-dire quelque chose qui va se passer une fois, qui va être massif, qui va donc avoir un impact majeur, mais qui est vraiment quelque chose d'aigu, ou quelque chose qui est chronique, qui est donc s'inscrit sur la durée. Et ça non plus, ça n'a pas du tout le même type d'impact pour les gens. La troisième dimension, c'est le lieu de l'intervention. Donc, est-ce qu'on va intervenir sur le lieu où les exactions ont été commises, où l'épidémie continue à avoir lieu, et est-ce que c'est fini ou est-ce que ça continue, ou est-ce qu'on intervient sur un lieu où ça n'a pas eu lieu, donc c'est-à-dire que les gens se sont déplacés. Et ça, pareil, ça n'entraîne pas du tout les mêmes choses au niveau psychologique. Donc voilà, trois éléments qui, effectivement, quand on regarde un peu le projet, où est-ce qu'on va intervenir ou qu'on cherche à construire, que nous, on va mettre assez vite en perspective, donc l'auteur des faits, la nature de la violence et le lieu de l'intervention. Avant de parler d'intervention psychologique, il faut déjà reconnaître la dimension psychique, parce que si on ne reconnaît pas la dimension psychique, on ne voit pas du tout l'intérêt de l'intervention psy. Et donc, effectivement, c'est le fait de pouvoir reconnaître que, effectivement, les gens ont un corps, mais ils ont aussi un appareil à penser affectif, l'âme, l'esprit, en fonction des lieux où on intervient, ça sera nommé comme ça, mais qui a vraiment qu'on prend en considération la personne dans sa dimension holistique. Et ça, effectivement, dans le champ humanitaire, ça a évolué aussi. Donc, je consultais un ouvrage qui s'appelle Intervention humanitaire en santé mentale dans les violences de masse. Et Evelyne Joss et Vincent Dubois, effectivement, décrivent qu'au départ, on peut considérer que l'intervention humanitaire intervenait plus en suppléance et pour recueillir, pour répondre à des besoins vraiment vitaux, donc, et aussi avec une aide médicale de première urgence, et qui a eu aussi finalement au fil du temps un accroissement des moyens dans le milieu humanitaire, donc c'est-à-dire beaucoup plus d'argent aussi. Hein. Donc il y a une appréhension des situations de désastre ou des contextes de crise qui s'est complexifiée, c'est-à-dire qu'effectivement la réponse est peut-être moins simple et moins directe. Et là-dedans, comme l'appréhension est plus complexe du contexte dans lequel les humanitaires interviennent, ils appréhendent aussi la médecine de manière plus complexe. Et c'est là-dedans, en fait, que la dimension de la santé mentale a pu se développer et prendre place.
Donc pour moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est le fait de reconnaître que lorsque des gens vivent une période de leur vie ou leur vie entière dans un contexte de crise, ça les influence psychologiquement, d'une manière ou d'une autre, mais de toute façon, forcément, c'est quelque chose qu'ils vont traiter psychiquement. Mais dire ça, ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement des programmes de santé mentale. Mais il faut quand même pouvoir reconnaître ça, et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que je pense qu'à quelque endroit que l'on intervienne du programme dans lequel on travaille, il y a cette dimension où on peut faire attention à cette dimension psychologique, et effectivement comment les gens vivent ce qui leur arrive, et à quelle place on les met, notamment sur des questions d'acteurs et de passivité, sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus. Et je pense que c'est très très important aussi parce qu'on est amené à travailler avec des collègues locaux qui, eux, vivent dans ce contexte-là, où ont eux-mêmes subi, donc soit la catastrophe naturelle, peu importe. Et donc du coup de prendre une attention à ça. Donc ça ne veut pas du tout dire devenir le psy de son collègue, hein, absolument pas, mais prendre cette dimension en considération. Donc effectivement, comment les personnes peuvent-elles être affectées psychologiquement? Donc, ces personnes-là, elles sont exposées ou en proie à de la violence générée par le contexte. Avec Marie-Rose Moreau, je dirais effectivement que la violence, elle n'engendre pas forcément du traumatisme, pour continuer les idées que je viens de développer. C'est-à-dire effectivement que les événements, comme je disais, vont être traités psychiquement. Donc, ça va forcément, de toute façon, ces événements, ils vont impacter l'appareil psychique, ils vont impacter la personnalité, et la personne, ça va transformer quelque chose dans son rapport à elle-même, dans son rapport aux autres, et dans son rapport à l'environnement. Les personnes peuvent s'en saisir pour construire quelque chose de nouveau. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de résilience, j'imagine que vous en entendez aussi parler beaucoup ici, qui est un concept qui peut être aussi plus ou moins galvaudé, mais qui a vraiment cet intérêt de prendre en considération comment les gens traversent ces contextes de crise, et c'est pas qu'ils sont insensibles, indifférents ou plus forts que les autres parce qu'ils arrivent à être résilients, mais effectivement, psychologiquement, ils arrivent à intégrer ces événements-là pour en faire quelque chose de nouveau qui va leur servir à eux-mêmes, à leur groupe familial ou à leur communauté. Et puis il y a des gens qui vont être débordés en fait par la rencontre avec cet événement, c'est-à-dire le traitement de cet événement-là va être impossible, ou en tout cas extrêmement douloureux. Et ça c'est assez vaste comme débat, ce qui peut faire qu'on peut être débordé à un moment ou à un autre. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être mieux constitué ou moins bien constitué, ça n'a rien à voir avec le fait d'être plus fort ou moins fort. En tout cas, ça va venir toucher à un endroit qui va faire que les défenses vont être débordées. Et nous, effectivement, en tant que psychologues, ou le groupe des gens de la santé mentale, on va particulièrement faire attention à ces personnes-là. Hélène Romano, dans l'aide-mémoire de l'urgence médico-psychologique, parle d'un événement donc soudain et violent, donc là on est dans le cadre d'une violence aiguë, qui menace brutalement l'intégrité psychique d'un individu qui se retrouve dépassé, débordé dans ses capacités habituelles d'élaboration. C'est vrai que, par exemple, après le fait, comme je disais, donc nous en tant que psychologue, on va au psychiatre ou professionnels de la santé mentale, on va aller vers les gens parce qu'effectivement on considère que cette exposition à la violence c'est quelque chose qui a pu les déborder comme je l'expliquais. Pour autant, ça ne nous met pas à l'économie de la question de la demande. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept qui en psychologie est très courant. Pas spécial. Bon, enfin, c'est effectivement le fait d'avoir le désir
d'être soigné ou de se faire soigner ou de s'engager dans une démarche thérapeutique. Et on estime que c'est vraiment une clé essentielle pour qu'il y ait du changement qui s'opère. Donc c'est pas parce qu'on va... Donc normalement, nous, on attend les gens. S'ils ne viennent pas, bon, c'est un peu de la responsabilité. Quand on travaille avec des publics qui sont plus en difficulté ou qui ne savent pas que ce type de dispositif existe ou qui sont empêchés pour y aller, on va au-devant. Mais pour autant, quand on va vers les gens, du coup, c'est comment est-ce qu'on peut tout de même les mettre dans une place où ils vont avoir le choix et où ils vont être acteurs de cette démarche. Et ça, je pense que c'est vraiment pas spécifique à ce que nous, on fait. Hein. Je pense que c'est vraiment transversal à toutes les interventions qu'on peut trouver dans l'humanitaire. Mais c'est vrai qu'on peut être quand même assez vite tenté, nous, de dire, par exemple, mais vous avez vécu ça, c'est bien évidemment terrible, et finalement de venir recouvrir la personne de nos propres projections. Et donc du coup de vraiment prendre cette attention pour que les gens aient le choix. C'est pareil quand je vous parlais du programme qu'on a en Palestine avec MSF France, on fait quand même pas mal de consultations à domicile. C'est pareil, c'est un cadre qui est extrêmement difficile à manier, et à quel moment les gens ils peuvent dire non. Et quelle place on leur donne pour dire non. Et donc ça c'est pour nous c'est extrêmement important, et c'est d'autant plus important que l'on sait qu'il y a des gens, par exemple, qui vont être traumatisés, qui vont souffrir psychologiquement énormément des événements qu'ils ont subis, mais qui pour autant ne peuvent pas s'engager dans une démarche de soins. Parce que le besoin qu'ils ont, c'est de se replier, par exemple, sur eux. Donc ça veut dire qu'on doit faire attention à ces gens-là, parce qu'on doit voir comment est-ce qu'ils évoluent, effectivement. Mais en attendant, on ne peut pas forcer les gens. Et on ne peut pas présager non plus de la voie de résolution qu'ils vont trouver. Et ça, je pense que c'est assez spécifique pour le coup à notre champ en psy, c'est qu'il y a vraiment plusieurs façons de se sortir de situations psychologiques difficiles. Et donc du coup, ça c'est vraiment à prendre en considération. Ça va aussi, donc voilà, il y a vraiment cette dimension de respect, de liberté individuelle, d'expliquer aux gens ce que l'on fait, d'adapter nos dispositifs bien sûr à ce que les gens sont, au groupe dans lequel ils évoluent, et vraiment de respecter ces défenses-là, parce que quelqu'un qui tombe psychiquement, il va mettre en place des défenses qui sont là pour l'aider. Et l'idée, c'est pas de venir retirer ces défenses-là. Alors là, je sais pas si ça vous parle, ce genre de truc, quand je dis ça, les défenses et tout ça, si ça vous dit. Donc voilà. On pourrait dire que l'objectif majeur, alors on a beaucoup de débats aussi dans ma discipline par rapport à tout ça. Je pense qu'on a un objectif qui est commun, c'est l'idée de permettre aux gens de récupérer leur capacité à penser et à agir. Et après, il y a différentes méthodologies. Moi, par exemple, je ne suis pas partisante de supprimer le symptôme, parce que je pense que voilà, c'est pas forcément comme ça qu'on peut aider directement les gens. En tout cas, c'est pas un objectif premier. Mais il y a vraiment cette idée que les gens puissent restaurer cette capacité à penser et à agir. Et ça, je pense effectivement que quand il y a de l'aide au niveau de la reconstruction, quand les LOC font leur boulot pour que les gens puissent être bien accueillis, que les gens puissent retourner dans des conditions décentes dans leur lieu de vie, quand les différents corps de métier œuvrent à ça, et qu'effectivement il y a une composante où les gens ont cet espace où ils peuvent penser à ce qui leur est arrivé, à ce qu'ils sont en train de vivre et à la manière dont ils vont se projeter. Je pense que ça fait vraiment partie en fait de l'accompagnement que l'on peut offrir aux gens, et on ne peut pas seulement se contenter d'un aspect matériel qui est absolument essentiel, ou que le corps fonctionne aussi sur les médicales, ça c'est absolument pas. Mais je pense que c'est vraiment très très complémentaire. Je voudrais vous parler du traumatisme psychique, parce que c'est quelque chose dont
dont j'imagine que vous entendez beaucoup parler et que dans le champ de l'humanitaire, on associe toujours ça, santé mentale, à traumatisme psychique. Donc je voudrais vous donner quelques notions par rapport à ça. La terminologie la plus connue, c'est celle que le DSM donne. Donc le DSM, c'est une classification des troubles psychiques qui est faite par une association américaine qui se veut athéorique. C'est un manuel qui est utilisé partout dans le monde et dans le champ humanitaire qui est aussi beaucoup utilisé. Et il parle du fameux PTSD, donc l'état de stress post-traumatique, qui est vraiment devenu l'emblème de la souffrance psychique en fait, par rapport au contexte. Donc eux, ils distinguent deux choses. Il y a l'acute stress disorder, donc l'état de stress aigu, et l'état de stress post-traumatique. Donc l'état de stress aigu, c'est les manifestations symptomatiques que l'on va retrouver un mois après l'événement, parce que dans cette description, il se base effectivement plutôt sur de la violence aiguë, c'est-à-dire sur des phénomènes qui arrivent généralement plutôt une fois et qui ont un impact majeur. Et pour donc l'état de stress post-traumatique, on le dit aigu si les symptômes durent moins de 3 mois, chronique s'ils durent plus de 3 mois. Dans leur définition, il y a une condition, il y a deux conditions majeures. C'est le fait que quand les personnes vivent l'événement, qu'elles aient été, elles, donc, directement touchées, ou qu'elles aient été témoins de ça. Donc, soit elles aient été menacées dans la réalité physique, qui ait eu la dimension de la mort qui se pose, donc la peur, par exemple, de mourir, ou le fait d'être témoin que l'autre meure ou qu'il puisse mourir, que l'intégrité voilà, physique soit menacée. Voilà, ou des blessures graves, en tout cas, qui est cette dimension-là, et que la personne, à ce moment-là, ait ressenti de l'horreur, de l'effroi ou de l'impuissance. Donc ça, c'est la base. Et ensuite, pour qu'on diagnostique un stress, l'état de stress post-traumatique, il faut qu'il y ait des symptômes dans 3 catégories. Tout ce qui a trait à la reviviscence, donc la chose la plus connue, c'est le flashback. Tout ce qui a trait ensuite à l'évitement, donc c'est-à-dire éviter de revenir sur les lieux, éviter d'y penser, éviter tous signaux qui vont rappeler l'événement. Et le troisième, c'est tout ce qui est la sphère neurovégétative, donc le plus connu, c'est l'hypervigilance, par exemple. Vous allez trouver des gens, par exemple, qui peuvent sursauter comme ça, ou qui sont toujours sur le qui-vive, des troubles du sommeil, et tout ça. Donc ça, c'est la définition du DSM. Il y a d'autres classifications qui existent. Par exemple, il y a Léonore Terre, qui est une psychiatre, qui a formalisé une autre, qui prend en considération les événements, en fait. Et donc, est-ce que c'est un événement aigu, où on va plutôt retrouver une symptomatologie de ce type-là, comme je viens de le décrire pour le PTSD, ou des événements qui sont répétés, donc ça peut être donc, les violences politiques, les guerres, mais aussi les abus sexuels, donc c'est-à-dire quelque chose c'est-à-dire une répétition d'événements qui du coup se retrouve à être attendu par la personne parce qu'elle sait que ça peut se reproduire même si elle ne sait jamais quand. Et ça du coup, ça va engendrer des troubles d'un autre type. Donc on appelle ça soit le déni ou le refoulement, mais aussi tout ce qui est dans la sphère de la dissociation. Donc d'autres types de... Si ça vous intéresse, on peut développer ça dans la deuxième partie. Et c'est pareil, cette classification, on ne peut pas rentrer tous les cas stricto sensu. Hein. On a des gens qui ont vécu un type d'événement 1 qui vont avoir d'autres types de symptomatologie. Mais disons que voilà, sur le traumatisme psychique, on a vraiment ces idées-là phares, c'est celles qu'on a le plus là dans l'humanitaire. Ce sur quoi je voudrais vraiment insister avec vous ce soir, c'est que ce n'est pas l'événement en lui-même qui est traumatique, c'est la rencontre entre l'événement et la personne. C'est vraiment la manière dont l'effet en fait psychologique que l'événement va avoir. Donc il n'y a pas d'événement traumatique en soi, c'est pour ça que les gens ne vont pas y réagir de la même manière. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est ce qui permet de laisser le sujet acteur.
C'est ce qui permet de l'entendre et justement de se dire qu'on a quelque chose à écouter de lui avant de savoir ce que lui est en train de vivre. Donc du coup, ça nous met de suite en position humble et dans une position d'écoute. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, il y a quand même au niveau symptomatologique, au niveau de ce qui va se développer en termes de souffrance psychologique, tout un tas de choses qui peuvent être consécutives à ce type d'événement, qui ne vont pas stricto sensu rentrer dans la description que je pouvais faire par exemple du PTSD, mais qui sont quand même dans la clinique du trauma pour autant. Donc tout ce qui est du champ des troubles anxieux ou des troubles de l'humeur, avec notamment les dépressions. Voilà pour cette partie-là. Donc, ensuite, par rapport au type d'intervention en santé mentale que l'on peut trouver dans les différents contextes de crise, je dirais qu'il y a deux grandes classes. Il y a les activités, enfin, pas les activités, mais le niveau psychosocial, donc qui s'adresse à la communauté et au groupe, et le niveau des soins psychologiques et psychiatriques. Donc, dans le niveau psychosocial, ça s'adresse du coup à un plus grand nombre. L'attention elle est portée à comment la communauté traite ces événements et comment est-ce que ça l'a impacté, comment est-ce que les membres de la communauté prennent soin les uns des autres, comment est-ce qu'elle a été, donc cette communauté, déstructurée ou pas, et qu'est-ce qui est mis en place pour restructurer la communauté et donc prendre soin des membres de la communauté. Donc ça peut être des activités, remettre par exemple les écoles en route, créer des espaces pour que les enfants, des espaces de jeu, etc., tous ces lieux de vie-là. Et la composante de la santé mentale, ça va être effectivement de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là. Et si on voit des gens qui sont en difficulté, on peut du coup les orienter vers des soins plus spécialisés. On peut aussi soutenir les gens qui font ce type d'activité-là, parce qu'on sait que ça a une valeur de prévention du développement des troubles. Ça c'est clair, mais aussi parce que ces acteurs-là en première ligne, ils vont être extrêmement exposés à ce que tous les gens ont pu traverser, parce que les gens vont parler, les gens vont déposer. Et quand les enfants vont jouer, ils vont aussi nommer et déposer tout ça. Il y a aussi quelque chose qui est très courant maintenant, c'est ce qu'on appelle le Psychological First Aid, qui est une intervention qui n'est pas faite que par les professionnels de la santé mentale, donc c'est-à-dire tout le monde peut être formé à ça. Et c'est l'idée, donc, dans un temps très proche de l'événement, d'aller voir les gens, de voir comment est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils sont en lien avec les personnes dont ils ont besoin, que ce soit dans leur réseau naturel, mais aussi dans les acteurs qui pourraient les aider. Donc c'est vraiment une intervention qui favorise le lien et qui a pareil le même intérêt de voir par exemple si des gens sont très débordés par ce qui vient de leur arriver, de prévoir, de revenir les voir pour voir comment ça évolue. Donc c'est pas une intervention de soins psychologiques en tant que tel, mais de prévention. Et le deuxième secteur, c'est donc les soins psychologiques et psychiatriques en tant que tels, donc des services spécialisés qui sont faits par des psychologues et par des psychiatres, ou par des counselors, puisque c'est quelque chose qui n'existe pas en France, mais qui existe quand même pas mal dans le monde entier. Ça correspond aux assistants psychologues qu'on a en Belgique, par exemple. C'est des formations de ce type-là. Bon, en fonction du pays, c'est pareil, les contenus de formation sont plus ou moins importants. Mais en tout cas, et donc aussi les organismes humanitaires vont former des gens qui vont avoir ce titre. Donc là, ça s'adresse aux individus, à des individus, comme je le disais, qui donc du coup nécessitent des interventions. On en prie, il y a de la place. Donc du coup, non, et donc du coup, donc des soins spécifiques. Des soins spécifiques pour ces gens dont je parlais qui sont effectivement débordés, c'est-à-dire qu'effectivement
on voit qu'il y a une symptomatologie qui va nous alerter, on voit que ça vient prendre un impact sur la vie quotidienne, et que donc du coup les gens s'en sortent pas. Donc la dépression, par exemple, maternelle, qui va empêcher la mère de prendre soin de ses enfants, un père, par exemple, qui va développer beaucoup d'agressivité ou d'irritabilité, qui vont engendrer, par exemple, de la violence au sein de la famille, et des choses, par exemple, qui s'enquistent, je dirais, qui n'arrivent pas à se traiter. Donc là, on réfère vers des professionnels qui peuvent recevoir selon différents types de modalités individuelles, en famille. Et après, on a les soins psychiatriques, donc là, qui sont uniquement dispensés par les psychiatres, en tout cas pour ce qui est de la médication, puisqu'ils sont seuls habilités à prescrire. Il y a aussi des médecins généralistes qui, avec une spécialisation, peuvent prescrire certains types de médicaments. Donc là, c'est la mise en place de traitements psychotropes. C'est soit effectivement quand le dispositif d'aide communautaire ou les thérapies par la parole, effectivement, ne sont pas assez efficaces et qu'il y a besoin momentanément d'un traitement qui va pouvoir être administré. Il faut évaluer, voilà, est-ce que ça a un intérêt dans le pays où on intervient de mettre sous médication quelqu'un, pour combien de temps, est-ce qu'il y a des relais, des structures qui existent après. Voilà, le rapport aux médicaments, c'est quelque chose d'assez complexe. Je ne vais pas forcément développer ça ici ce soir. Et puis il y a toute la population, donc des gens qui ont des troubles psychiatriques graves, importants, qui étaient dans cette situation auparavant, l'événement, et qui ont été impactés par les événements et qui décompensent. Et ça c'est quand même une question complexe, parce qu'il y a beaucoup d'organisations humanitaires, et au sein de MSF France, on a quand même aussi des débats là-dessus. C'est de dire on ne peut pas prendre en charge les personnes psychotiques. Alors, ce qui est dit la plupart du temps, c'est des troubles qui sont à trop long terme, ça demande une prise en charge beaucoup trop lourde et très longue, et du coup, c'est pas de la capacité des organisations humanitaires d'urgence, parce qu'après le développement, c'est encore autre chose. Alors, la position qui est quand même à l'heure actuelle la plus, il me semble, la plus courante au sein du grand mouvement MSF, c'est de dire que si les gens sont impactés et qu'ils décompensent du fait de l'événement, si on va les recevoir eux, on va les recevoir avec leur famille, on va remettre en route un traitement CRD1, on va voir quelles molécules sont disponibles sur place, on va voir qui peut suivre ensuite le cas, mais on va faire ce travail de lien et on va tenter de soulager les gens, parce qu'effectivement une décompensation psychotique, c'est extrêmement violent et c'est extrêmement dur pour la personne qui le vit, mais aussi pour son entourage. Donc voilà, il y a ces différents il y aura bien entendu le moment de l'intervention, donc est-ce que c'est en phase immédiate, post-immédiate, chronique, etc. Bien entendu, la dimension culturelle à prendre en considération, et interculturelle, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc il y a à la fois les savoirs anthropologiques avec lesquels on vient, qui nous permettent de lire la réalité dans laquelle on arrive, qui nous ouvrent les écoutilles pour être à l'écoute de ceux qui connaissent. En santé mentale, on travaille très souvent avec des traducteurs qui sont vraiment des personnes ressources, qui ont des qualités et qui sont embauchés pour ça, en tant que médiateurs culturels, par exemple, qui vont pouvoir effectivement traduire qu'est-ce qui se passe sur place, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on considère le psychisme, comment est-ce qu'on explique la relation à la naissance, au mariage, à la mort, comment est-ce qu'on explique ce qui s'est passé, etc., etc. Et puis il y a des anthropologues aussi qui sont des gens vraiment ressources. Et en tout cas, on tente de prendre en considération le plus possible cette dimension pour adapter, pour construire, je dirais plutôt, nos dispositifs de soins. Donc là, ce soir, après, je vais vous parler de la Palestine. La situation politique en Palestine prend tellement le dessus que je trouve que finalement, on met quand même assez vite la question culturelle de côté. Donc c'est pas ce que je développerai le plus, mais ça, c'est vraiment voilà, quelque chose d'important. Et j'en profite de vous voir ce soir juste pour vous dire une dernière chose par rapport à ça. C'est la question de la confidentialité dans les soins ici. Comme on va être amené à travailler après ensemble, comme ça on en aura déjà parlé, et puis
En fait, quand un psychologue reçoit, ou un psychiatre, ou un conseiller reçoit quelqu'un qui souffre, cette personne-là, elle va venir effectivement énoncer quelque chose de ce qu'elle a traversé. La plupart du temps, elle éprouve de la honte. Hein. C'est très 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 courant, parce que déjà, elle a honte de souffrir, elle se sent faible, elle a peur d'être dévalorisée aux yeux des autres, etc. Ou parce qu'elle va parler de ce qu'elle a pas commis justement, c'est un lapsus, et de ce qu'elle a vécu, et d'ailleurs aussi de ce qu'elle a commis. Il est plutôt intéressant le lapsus que je fais aussi, parce qu'on reçoit aussi des gens qui ont été auteurs de violences, pas uniquement victimes. Et donc du coup, pour que les gens puissent parler de cette dimension et de cette humiliation, il faut qu'ils puissent sentir que leur parole est reçue sans jugement et qu'elle est réellement accueillie. Pour ça, effectivement, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner ça, et ensuite, nous, l'idée, c'est qu'on puisse mettre ça au travail avec eux, parce qu'il ne suffit pas de dire pour guérir de sa souffrance psychologique, il faut aussi la mettre au travail, donc ça, c'est tout le jeu thérapeutique après entre nous. Mais en tout cas, sur ces histoires d'énoncés, si on a la femme de ménage qui passe 4 fois dans le bureau pendant l'entretien, ou que le logisticien est en train de ranger ses trucs à côté, il s'en fout, il n'écoute pas, bien entendu, mais je veux dire, ça c'est très compliqué. Et c'est vrai que du coup, on a la réputation d'être assez chiant avec ça, ou de ne pas oser dire à nos collègues, non, ça va pas les gars, vous nous avez filé une tente là, mais tout le monde passe à côté, ou tout le monde met sa chaise là, et du coup, moi je ne peux pas accueillir mon patient parce que je suis garante du cadre, et donc de ce cadre-là contenant. Il faut qu'il y ait la confidentialité et que ce discours il puisse être reçu et que je le tienne. Si ce discours-là, on peut en parler après partout dans l'hôpital, dans le camp, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous dire ce soir. C'est vraiment quelque chose d'important. Et du coup, d'aider les gens qui font de la santé mentale à avoir cet espace-là pour leurs patients. Voilà pour la première partie. Alors, je suis à bout. Un peu. Alors, pour la Palestine. Pour la Palestine. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Je suis bien servi de mon PowerPoint, du coup. Si quelqu'un voit des fautes d'orthographe, qu'il me le dise pour que je les corrige après. Donc voilà la deuxième partie. Donc la Palestine, qui se trouve ici et ici, et avec Israël au milieu. Donc moi, comme on le disait tout à l'heure, j'ai travaillé 2 ans sur un programme donc avec MSF France, au nord de la Cisjordanie, donc à Naplouse, je vais vous montrer après. On a nos collègues MSF Espagne qui travaillent ici au sud, qui travaillent aussi à Jérusalem-Est, et MSF France a un programme aussi à Gaza, de chirurgie reconstructive par rapport aux brûlés, et puis une composante de santé mentale qui a varié un peu avec le temps, mais qui en ce moment ne plaît pas au Hamas. Donc c'est situé là, voilà, Naplouse. Nos cousins espagnols, là, ici à Hébron, je pense que si les gens connaissent Hébron, c'est vraiment une situation aussi très difficile. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser quelques jalons géopolitiques, peut-être un peu pour clarifier le truc, même s'il y en a qui connaissent bien. Donc s'il y en a qui veulent intervenir parce qu'ils connaissent bien le terrain, qui n'hésitent pas. Hein, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir parce qu'il connaît bien le terrain aussi et qui veut apporter des informations complémentaires, n'hésitez pas là-dessus. Donc, pour la Palestine, selon leur bureau central des statistiques, ils sont 4,6 millions, dont 2,8 millions en Cisjordanie et 1,8 million à Gaza. C'est une des densités en mètre carré les plus fortes. En Israël, il y a environ 8 millions de personnes, dont 2 millions sont des Palestiniens de 48, qu'on appelle aussi arabes israéliens. Il y a 2 millions de réfugiés palestiniens en Jordanie, 500 000 au Liban et 500 000 en Syrie. Alors, à l'heure actuelle,
ils se sont fait quand même pas mal coincer en Syrie. Non, parce qu'ils ont vraiment eu des difficultés à sortir de Syrie et à être acceptés dans d'autres pays. C'était vraiment une grosse problématique qui passe bien sûr en second plan parce que la situation syrienne est terrible. Mais... Donc, pour les Palestiniens, il y a un truc que j'avais envie de partager avec vous, c'est vraiment le fait de considérer que ce peuple palestinien, c'est vraiment une mosaïque. Et il y a vraiment différents groupes. Il y a les Gazaouis, il y a les Cisjordaniens, il y a les Palestiniens de Jérusalem-Est, qui c'est pas pareil, et les Palestiniens en Israël, et les Palestiniens réfugiés donc à l'extérieur. On pourrait dire aussi tous les Palestiniens qui sont émigrés dans le monde aussi pour d'autres raisons. Mais du coup, ça veut dire que ces groupes-là, pourquoi est-ce que c'est pas pareil? Parce qu'ils ont des conditions de vie qui sont complètement différentes. Du coup, des droits et des devoirs qui sont complètement différents. Et c'est clair que la vie d'une personne à Jérusalem à l'heure actuelle et un Gazaoui n'est pas la même. Et de Jérusalem à Cisjordanie aussi. Donc, je ne sais pas si tu confirmes, toi qui as été là-bas, c'est vraiment des réalités de vie qui sont... et qui créent des clivages, du coup, aussi au sein de ce groupe. Et ça, c'est vraiment l'histoire le fruit de l'histoire politique. Donc, moi, ce soir, je vais vous parler des Palestiniens de Cisjordanie. Et des patients, en fait, qu'on a vus. Même pas des Palestiniens en général, mais des patients qu'on a vus. Donc, pour un petit rappel historique, du XVIe siècle à la Première Guerre mondiale, la Palestine, ça fait partie de l'Empire ottoman. Fin XIXe siècle, il y a des Juifs qui fuient les pogroms de Russie et qui s'installent en Palestine. Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'étant associé avec les Allemands, bon, ça ne marche pas, donc l'Empire tombe, d'autres raisons aussi de toute façon. Là, les Français et les Britanniques prennent place dans la grande région et se partagent la grande région. Et donc, la zone de la Palestine sera sous mandat britannique. Il y a une immigration juive de plus en plus importante aussi au cours de cette période. En 1917, il y a un traité de Balfour qui autorise la constitution d'un foyer national juif. Dans les années 30, il y a des conflits importants entre les Britanniques, les Juifs et les Arabes, qui sont assez sanglants. Deuxième Guerre mondiale, il y a la Shoah, comme nous le savons tous, la création de l'ONU et la décision de la création d'un État pour les Juifs Israël. 48, création de l'État d'Israël pour les Juifs. Pour les Arabes, on appelle ça la Nakba, la catastrophe. 48-49, les Arabes de Palestine et des pays limitrophes nouvellement indépendants, donc l'Égypte, la Transjordanie à l'époque, l'Irak, la Syrie entrent en guerre contre Israël. Israël gagne et repousse ses frontières. Donc ça c'était auparavant. Donc voilà le premier, ce qui a été le plan de l'ONU. Et donc à la suite de cette première guerre, on voit que le territoire israélien s'est agrandi, ce qui a entraîné effectivement le déplacement d'à peu près 800 000 Palestiniens. En 50, il faut savoir, donc du coup voilà, jusqu'à 67, la Cisjordanie, elle sera sous administration jordanienne et Gaza sous administration égyptienne. Et en 67, donc Israël déclare la guerre à l'Égypte, la guerre des 6 jours, et Israël va occuper la Cisjordanie et Gaza. Donc la situation d'occupation que les Cisjordaniens connaissent, c'est depuis 67. Je passe la guerre de 73. 1987-1993, c'est la première intifada, donc soulèvement du peuple, révolte des civils palestiniens donc sous situation d'occupation. 93, les accords d'Oslo. Voilà, donc les accords d'Oslo, ça a défini le territoire en 3 zones. La zone A, la zone B, la zone C. La zone A, elle est sous administration complète et sécuritaire des Palestiniens. La zone B, administration conjointe, si on peut dire, avec une forte influence israélienne, et la zone C, sous contrôle exclusif israélien. Donc la zone bleue, c'est la zone C.
le jaune, bon, elle n'est pas très claire la carte, hein. Les zones jaunes comme ça, voilà, assez foncées, c'est la A, et puis après, clair, c'est la B. Donc en gros, sous administration complète palestinienne, il y a 20% du territoire. 20% pour l'autorité conjointe et 60% en zone C. Ça, c'était un accord qui devait effectivement permettre la création d'un État palestinien. Ça devait durer 18 mois, selon mes sources. Bon, c'était en 93, on en est toujours à cette situation-là. 2006, et c'est à partir de 93 aussi que la colonisation devient très importante en Cisjordanie, se développe au Liban. 2006, deuxième intifada, avec au milieu de cette période, en 2002, la construction du mur donc, de séparation, voilà, entre la Cisjordanie et Israël. Entre 2004 et 2014, pour parler des colons, le nombre de colons a augmenté de 70%. Et puis après, Gaza, donc, qui a finalement une autre histoire, et donc des dates majeures, là, c'est l'élection du Hamas en 2006 au pouvoir, et puis après les guerres 2009, 2012, 2014, et puis les récents événements, là, octobre 2015, qui ont fait parler de la Cisjordanie. Donc voilà à peu près pour placer un peu, voilà, pour placer un petit peu le contexte juste. Pour dire qu'effectivement, depuis 1967, la Cisjordanie, elle est effectivement occupée. Il y a ce phénomène de colonisation. Il y a l'encerclement là par le mur qui date de 2002 avec une limitation des mouvements. Il y a la présence de l'armée sur tout le territoire. Et quand le Hamas est élu au pouvoir en 2006 à Gaza, ça a donné de très très fortes tensions intra-palestiniennes entre le Fatah et le Hamas, qui a aussi donné lieu à des emprisonnements politiques au sein de la Palestine. Alors, nous, pas tout de suite. Nous, à MSF France, donc, on travaille sur cette zone-là. Voilà. Donc ça, c'est le district de Naplouse et de Kalkilia. Ça représente un bassin de population de à peu près 480 000 personnes. C'est un tout petit programme. Il y a à peu près 300 nouveaux patients par an. Et on offre donc des soins psychologiques, donc des suivis psy. Et donc ça, c'est une spécificité aussi, c'est pas un programme intégré. La plupart du temps, on travaille à MSF dans des programmes donc, généraux et il y a une composante santé mentale. Donc là, c'est un peu un ovni, il n'y a que de la santé mentale très contente, non, je plaisante. Mais donc voilà. Et c'est un programme qui a 10 ans, qui est ouvert en 2004. Donc c'est vraiment complètement antinomique avec l'image de MSF France, qui est quand même plutôt sur l'urgence et sur d'autres types de choses. On travaille avec une population donc, palestinienne, enfants, adolescents, adultes. Ce sont des gens qui sont exposés à de la violence qui est produite par le contexte. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, soit lié au conflit israélo-palestinien, soit aux violences intra-palestiniennes, et qui souffrent psychologiquement de ça, donc c'est pour ça qu'ils sont reçus. En Cisjordanie, les gens sont exposés à de la violence depuis très longtemps, et donc il y a une grande partie de la population qui est très résiliente. Ça c'est clair. Donc moi je vous parlerai de nos patients à nous. Donc effectivement, les patients, on les rencontre parce qu'il y a un travailleur social qui va les rencontrer, qui leur présente le programme. Il y a un système de soins en fait qui est quand même pas très, bien étayé en Palestine, donc c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas attendre que les gens viennent à nous. Donc on a un système d'outreach. Voilà, et ensuite les psychologues font le premier assessment. Et donc on peut proposer une prise en charge pluridisciplinaire puisqu'on a un médecin généraliste qui à l'époque travaillait avec un psychiatre maintenant qui est supervisé par un psychiatre parce qu'il peut faire de la prescription, qui va
faire tout ce qui est suivi médical, réorienter vers les structures médicales existantes et surtout faire un diagnostic différentiel pour savoir effectivement si c'est plutôt d'ordre psy ou s'il y a une cause organique, hein, aussi ça ne faut pas négliger. Et puis on travaille aussi avec des travailleurs sociaux qui peuvent suivre les gens et les accompagner pour les réintégrer dans le tissu existant et puis pour monter aussi des projets quant à leur propre existence. Donc il peut y avoir ce triptyque-là. Les psys peuvent suivre en individuel, en dyade, donc ça c'est des enfants généralement entre 0 et 5 ans qui sont suivis la plupart du temps avec leur mère, mais qui pouvaient être suivis avec leur père, en tout cas avec un de leurs parents. Les suivis familiaux, ça c'est quelque chose qui a été développé relativement récemment en Palestine, chez nous, en Israël, et qui est vraiment très intéressant aussi